Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, il y en a qui vont nous suivre à la radio, tous ceux qui vont nous suivre à la télévision. Nous vous disons bonjour, bonsoir pour les autres. Et nous sommes contents de nous retrouver encore ce jour dans le cadre de notre émission Plateau Spécial. Plateau Spécial, nous nous retrouvons chaque fois qu'il y a un événement. C'est comme aujourd'hui, il y a un événement. L'événement est que la République démocratique du Congo est agressée au niveau de l'Est, au niveau du Nord Kivu. Beaucoup de choses se disent, beaucoup racontent de n'importe quoi. C'est ainsi que je pensais réunir certains compatriotes et avec eux, nous allons essayer d'entrer en profondeur, de chercher de savoir comment ça a commencé et comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire le mieux afin que la paix puisse régner dans notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, pour en parler, j'ai autour de cette table trois personnalités. J'ai tout juste à ma gauche, il y a Monsieur Victor Lubanzila Luzingu. Il est vice-président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, Fédération des Matadi. Bonsoir, Monsieur Victor. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Et tout juste à la gauche de Monsieur Victor, il y a un autre Victor encore. Quelle coïncidence. Alors, mais cette fois-ci, c'est Victor Nendaka, un habitué de ce plateau. Lui, vous le connaissez très bien, il est sociologue, il est chef de travaux, il est chercheur et point focal de RES Congo, c'est-à-dire Réseau des chercheurs du Congo, pour les recomptes de l'INIKIN. Bonsoir, Victor. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes là, face à la population. Nous sommes ensemble. Ok, merci. En face de moi, c'est quelqu'un que je reçois pour la première fois ici, mais c'est un habitué de mes plateaux. Depuis longtemps, dans Salon Oval, ceux qui suivaient Salon Oval connaissent bien celui qui est en face de moi. Ce monsieur Guilain Charles Mboukou, Ngoy, il est enseignant-chercheur et consultant. Bonsoir Guilain. Bonsoir monsieur le journaliste. Le plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci. Plaisir partagé. Merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous sommes là. Et je commence avec Guilain, qui est face à moi. Guilain. La situation de l'Est du pays. On a beau parler de l'insécurité. On a beau parler de beaucoup de choses qui se passent à l'Est. De manière circonscrite. Qu'est-ce que vous connaissez de l'Est de la République démocratique du Congo? Merci déjà. De prime abord, je tiens à vous remercier du plateau que vous m'offrez maintenant et que je puisse porter ma voix, la petite voix d'expertise en ce qui concerne les problèmes à l'Est de notre pays. Ce qui est vrai, en fait, le problème de l'Est date de longtemps. Si il faudrait voir tout simplement cette situation par rapport aux récents événements à Goma, ça serait étriquer la vision qui puisse amener à apporter des réponses à ces problèmes aussi complexes que ça. Les problèmes de l'Est datent de longtemps. Il n'y a pas que le Congo, il n'y a pas que le Rwanda dans ces problèmes. Dans ces problèmes, il y a également des puissances internationales qu'il faudrait prendre en compte. En fait, il y a un écosystème qui s'était formé tout autour de l'Est du Congo, aussi complexe que ça, avec des intérêts divergents. Et pour porter des solutions, il faudrait une vision holistique des choses. Sans cette vision-là, nous aurons du mal. Même les régimes actuels, même peut-être les régimes qui suivront après, même je ne sais pas qui, en fait, auraient du mal à donner des réponses dans la durée pour les problèmes congolais. Dans l'Est du Congo, je vais dire. C'est quoi le problème? Vous dites que c'est un problème difficile. Oui. C'est quoi ce problème? En fait, je vais partir d'une vieille pensée. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, tout ce qui se passe là-bas, on ne fait pas la guerre pour faire la guerre. On fait la guerre pour des raisons multiples. Mais
en premier lieu, c'est d'abord l'argent. Donc, vous allez comprendre, cette région du Congo, c'est une région riche déjà en minerais, d'ailleurs de ce qu'on appelle des terres rares. Actuellement, avec la nouvelle technologie, il y a des matières premières qu'il faudrait utiliser pour que nous puissions avoir nos iPhones et tout ça. Et au Congo, il y en a à foison, notamment à l'est du Congo. Et tout cela fait attirer des yeux, des regards sur cette partie de la République démocratique du Congo. En fait, quand vous voyez la RDC et le Rwanda se battre comme ça, en fait, il n'y a pas que eux, il y a également d'autres puissances. C'est ce que je voulais dire. Nestor, Victor Ndaka, le problème de l'Est. Guilain dit qu'il y a un problème qui n'a pas commencé d'aujourd'hui, un problème d'il y a longtemps, et l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est les nerfs de la guerre. Des nerfs de la guerre. Vous, qu'est-ce que vous dites? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais vraiment aborder l'aspect comme mon frère venait de la souligner tout à l'heure, mais on voudrait qu'on parle plus sur le nez du problème, les conflits, parce que la guerre, on en parle aujourd'hui, mais c'est pratiquement c'est la finalité. Nous sommes arrivés aujourd'hui en guerre qui est déclenchée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça, c'est la finalité. Mais comment nous avons commencé... Non, il n'y a pas la guerre entre voilà. la République démocratique et le Voilà. Rwanda. Il n'y a pas encore la guerre. Non, il n'y a pas, le deux... verbale. Voilà, ok. Okay. Non, il faut cette précision. Oui, okay. Les deux sens du mot, il y a conflit. Je ne voudrais pas qu'on parle plus de la guerre, mais je voudrais vraiment aborder sur la notion sociologique de la notion de conflit, où il y a plusieurs chercheurs qui en ont parlé. Nous avons de Karl Marx, nous avons de Emile Durkheim qui a parlé de notion de conflit, où il y a plus en tant que humain, le conflit existe. Les individus, et le pays, la famille, il y a aussi des conflits qu'on pouvait parler de causes là, qu'on pouvait parler de causes interfrontalières, c'est comme le conflit qui nous lie aujourd'hui. Et pourquoi? C'est parce que la République démocratique du Congo, du moins c'est vraiment une bénédiction de l'Éternel, où il y a vraiment la richesse à outrance, si on pouvait le dire, et que il y a nos voisins qui convoitent, parce que il y a nous avons plusieurs voisins qui convoitent aussi notre richesse. Et c'est ça le nez du problème. Ils veulent aussi en bénéficier tant que Dieu les a pas donnés, au lieu de collaborer, mais ils viennent en termes de force. Vous avez voilà. des données Voilà. des données qui montrent que Dieu ne les a pas données. Est-ce que chez eux, il n'y en a pas? Nos voisins là. Géographiquement parlant, je sais que il y a des experts en matière de mines qui vont quand même nous donner, mais nous disons la République démocratique du Congo, c'est vraiment une bénédiction de l'Éternel. Ok. Monsieur Lubanzila, vous avez suivi les deux amis, ce qu'ils ont dit. Les Congo en difficulté, il y a un problème à l'Est à cause de ses richesses. Et vous, dans vos analyses, qu'est-ce que vous avez trouvé? Merci d'abord pour l'invitation à votre plateau spécial. Ce n'est pas la première fois. Par rapport à ce que vient de dire mes co-débatteurs, moi aussi j'aborde dans le même sens. Mais vous savez que moi je voulais surtout dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence des comportements de nos politiciens. Je voulais parler un peu, commencer par quelques humours. Quelques Humour. Tout est parti de la création. Quand Dieu a créé, il a commencé à créer les autres pays et terminé par la RDC. Il crée le pays, il prend dans sa provision, il donne la richesse à un pays comme ça.
Et quand il a terminé par créer tous les pays, il termine par la RDC. Pourquoi une telle affirmation gratuite? Non, j'introduis. Mais l'humour qui montre qu'ils ont parlé. A tout d'abord cueilli d'autres partis pour terminer par. Il a évoqué une affirmation gratuite. Il a évoqué la question convoitise. Et je voulais vous parler de là d'où vient la convoitise. Oui, il s'agit de l'humour, exactement. Oui. La RDC a été créée en dernière position, et tellement que la provision était restée en grande quantité, il ne savait plus à qui donner ça. Il a donné toute la provision à la RDC. De deux, vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il y avait 2 instructions qu'il a données à l'homme. La première instruction, de se multiplier et remplir la terre. Et le Congolais, très pressé qu'il était, il n'a pas voulu attendre la deuxième instruction. Quand il a appris qu'il faut se multiplier et remplir la terre, tout le monde s'est précipité de prendre les femmes et commencer à construire, à produire des femmes. Alors que la dernière instruction était de pouvoir assujettir cette terre-là. C'est comme ça que nous, les Congolais, nous sommes limités par rapport au raisonnement. Les problèmes de l'Est en soi, je crois que comme j'avais dit que c'est la conséquence des comportements de nos dirigeants. Vous vous souviendrez avec moi que le président maréchal Mobutu, paix à son âme, il avait nommé un directeur de cabinet qui était rwandais. C'est Bisengimana. Mais il y a des fonctions auxquelles on ne peut pas attribuer aux étrangers. La politique, l'étranger ne peut pas faire la politique dans un autre pays. Un politicien, un étranger ne peut pas être militaire dans un autre pays. Donc, je crois que tout est parti de là. Il y a les étrangers qui sont des militaires en France. Mais sous la Légion française est constituée des étrangers. Naturalisés. Mais si Bisengimana n'a jamais été naturalisé, il a été nommé directeur de cabinet en tant que... le directeur de cabinet. Oui, tout à fait. Il était vous me paraphrasez? Mais non, comment vous pouvez... Non, attendez. Je l'ai dit. Monsieur Lubanzila, okay. Nous sommes devant des milliers de personnes okay. qui nous suivent et qui connaissent peut-être mieux que nous. Ok, d'accord. Bisengimana était le directeur de cabinet du chef de l'État et il était zaïrois à l'époque. Bon. Ok? Il ne faut pas dire des choses... On les met entre parenthèses. Ok. Et vous savez, vous conviendrez avec moi qu'il y a des Congolais à qui on a donné la nationalité congolaise, ici, au Zaïre à l'époque. Parce que Quel est le problème? Permettez. Saisissez le problème. Oui, vous dites qu'il y a un problème à l'Est. Le problème, c'est quoi? Ouais. Quand il y a un problème, il faut chercher d'abord la cause. Mais quand vous allez directement aux solutions, c'est ça. La cause. La cause est là. La cause, nous voulons la vivre. Les Rwandais sont, ressortir ça. La population vous regarde. Les Rwandais sont entrés sur notre terre. Et ils ont produit des enfants. Et ces enfants, maintenant, ont 2 nationalités. Vous comprenez? La première cause, c'est ça. La deuxième cause, le maréchal Mobutu, qui avait la bénédiction des Américains, à la fin, il en a abusé. Et il était maintenant question aux Américains de pouvoir chercher comment affaiblir le maréchal Mobutu. Et vous savez la suite. Mouzé Kabila voudrait maintenant combattre Mobutu, le chasser, pour qu'on puisse changer de régime politique. Et Mouzé, en tant que lui-même, il ne pouvait pas s'en sortir, il doit chercher des amis qui puissent lui prêter main forte. Il a trouvé les amis rwandais. Et toujours en politique, il y a des intérêts qui priment. Moi, je vais vous prêter main forte. Mais qu'est-ce qui va me revenir dès qu'on arrive à l'aboutissement de la chose? Et je crois que vous entendez parler des accords d'Emera. Les accords d'Emera. Ce sont des accords vraiment fallacieux et décourageants en tant que vrais Congolais que nous sommes. Ça n'est fini. Laurent Désiré Kabila entre. Il parvient quand même à chasser les Rwandais sous la bénédiction à chasser Mobutu sous la bénédiction des Rwandais. Et c'est là maintenant le problème s'aggrave encore davantage. Mouzé Kabila maintenant est devenu président de la République démocratique du Congo. Ils doivent composer le gouvernement. Dans la composition du gouvernement, nous avons encore des Rwandais au sein de ce gouvernement. Et à qui il a donné les ministères régaliens. Nous avons eu le chef d'état-major, James Kabarebe,
qui est rwandais, Bizi Makaraha aux affaires étrangères, et tant d'autres personnes. Donc, tous les postes clés, il les a attribués aux Rwandais. Et les Rwandais ont découvert du miel dans ce pays. Et à l'époque, vous allez vous imaginer que le président Étienne Tshisekedi a demandé la facture à le Mosée Désiré Kabila. En disant quoi? Oui, ses amis vous ont prêté main forte. Mais où est-ce que vous les avez eus? Non, ce sont nos frères, mais les frères avec des nez allongés comme ça, non. Donnez-nous la facture, je vais demander à la population qu'on puisse leur payer, leur dit qu'ils rentrent. Mais vous savez, les Congolais à l'époque, ce qu'ils disaient vis-à-vis de Étienne Tshisekedi. Alors, quand il a compris que c'était un danger maintenant pour cette composition qu'ils avaient faite, il était que maintenant question de pouvoir chasser ces Rwandais parce qu'ils devaient un problème. Comme ils se sont déjà habitués au miel congolais, les Rwandais ne voulaient plus partir d'ici pour aller au Rwanda. Et c'était devenu maintenant tout un problème pour les convaincre qu'ils puissent rentrer au Rwanda. Et c'est de là d'où est venue la guerre d'agression. Donc, à chaque régime, il naissait toujours un problème. Mais vous parlez de la guerre d'agression avec Mzee. Mais on entendait avant même que pendant même Mobutu, mais c'est pourquoi j'ai commencé par Mobutu. C'est pourquoi j'ai commencé par Mobutu. Non, il y a des causes internes. Mais ce sont des causes. Bon, merci. Okay. Guilain, vous avez suivi ce que l'ami a dit. C'est vous d'ailleurs qui avez soulevé que si nous pouvons analyser cette problématique à partir d'une certaine période comme à partir des musées, ça serait peut-être ne pas bien appréhender le problème. Et vous avez dit qu'il faut aller loin. Quelles peuvent être maintenant les causes de cette situation? Déjà, merci. D'emblée, je voudrais dire ceci. En fait, j'ai entendu mon prédécesseur dire que les Congolais sont limités dans leur raisonnement. En tout cas, ça, je n'aimerais pas l'entendre ici. Déjà, c'est pas bien. Moi, je suis Congolais, je ne suis pas limité dans mes raisonnements. Parce qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui puissent dire que les Congolais sont limités dans les raisonnements. Ça, je ne pourrais pas accepter. Le problème de la nationalité congolaise donnée à certaines personnalités d'origine rwandaise, c'est un problème délicat, très complexe. Mais je n'aimerais pas ici descendre dans les considérations beaucoup plus simplistes en faisant s'il faudrait identifier la nationalité congolaise au faciès. La nationalité congolaise, on ne peut pas la déterminer au faciès. C'est-à-dire quand vous avez un long nez et donc vous n'êtes pas congolais, vous êtes ailleurs. Donc en fait, nous sommes sur un plateau, les gens qui nous suivent, donc nous devons être un peu à la hauteur quand nous sommes en train d'or. En fait, je ne vais pas entrer dans ce sens-là. Le problème du Congo, le problème, il est réel. Il faudrait dépassionner les débats. Ça, j'en reviens justement à votre préoccupation. Il faudrait dépassionner les débats. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la stratégie des chocs. Beaucoup de Congolais ne comprennent pas les enjeux. Certains Congolais, je veux dire, ne maîtrisent pas certains enjeux internationaux. J'ai commencé à dire dans le préliminaire de mon speech que l'argent, c'est le nerf de toutes les guerres. Il est des gens qui sont en avance dans la recherche, qui savent dans la recherche technologique, dans la recherche économique, dans la recherche sociopolitique. Pendant que nous sommes en train de débattre ici, nous devons accepter qu'il y a d'autres qui sont dans des centres d'études, qui sont en train de réfléchir comment devait être dans 2, dans 3, dans 10, dans 15, dans 20 ans leur pays. Et les Africains, nous sommes un peu en retard par rapport à ce genre de recherche. Et vous vous souviendrez, déjà dans les années 90, on commençait à parler de l'économie numérique et de l'économie digitale. Alors que l'ordinateur n'était pas si avancé que ça. Donc la science informatique n'était pas si avancée que ça. Dans leur façon de voir des choses, des perspectives,
des chercheurs occidentaux avaient déjà découvert des métaux rares qui se trouvaient où ça? À l'est du Congo. Maintenant, comment il faudrait faire pour prendre cette richesse-là? C'est difficile. On ne veut pas descendre comme ça dans un pays aussi indépendant qu'est souverain et veut venir directement prendre la richesse. Il faudrait utiliser des astuces. Vous vous souviendrez, il y a un diplomate britannique à l'époque qui avait dit tout haut, j'ai oublié le nom, qui avait dit tout haut que, au fait, les Occidentaux avaient des scénarios de balkanisation du Congo pour avoir les richesses du Congo, mais ces scénarios-là n'avaient pas tenu. Eh bien, ils ont compris qu'au plus fort de la guerre, au plus fort de l'agression, les Congos et les Congolais ont su rester unis. Donc cela veut dire, ils ont compris que malgré l'introduction de la guerre et tout ça, en fait, les Congolais sont restés unis pour leur pays. Mais je reviens par rapport à ce que je disais. Tellement qu'ils voulaient prendre... L'objectif final, c'est quoi? Avoir la mainmise sur la richesse du Congo. Ça, c'est l'objectif final. Maintenant, tout ce que nous voyons, la guerre à l'Est, l'attaque par-ci, l'attaque par-là, ne sont que des moyens pour atteindre l'objectif. Quand vous attaquez à ces moyens-là, cela veut dire que vous ne ciblez pas les vrais problèmes. Donc, et le Rwanda n'est pas le problème. Voilà, je vais arriver. Si il est en fait un élément qu'on utilise pour arriver aux objectifs. Qu'on utilise. Qu'on utilise. Par qui? Mais évidemment par des puissances internationales. Par des multinationales, qu'on se les dise maintenant. Par des multinationales. Je vais arriver. Il y a un livre qui est à Paris, de Naomi Klein, La stratégie des chocs. Donc, je vais aboutir la stratégie des chocs. Vous allez comprendre qu'est-ce qui va arriver. Comme ils ont besoin de la richesse du Congo, on se dit on ne peut pas arriver comme ça à prendre la richesse parce que les Congolais n'en voudraient pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait créer des chocs. Les chocs là peuvent être des guerres, provoquer des épidémies, provoquer des choses comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il est fragilement... qu'il est mentalement fragile, c'est difficile, c'est plus facile plutôt de venir s'emparer de ses biens. Donc on crée justement les désordres à l'Est, et dans ces désordres-là, eh bien, on arrive à s'accaparer de la richesse du Congo. Merci, je vais revenir à vous. Nestor, vous avez suivi ce que dit Guilain, stratégie de choc. Qu'est-ce que vous dites? Effectivement, il y a presque dans la grande partie de son intervention, il est en train de dire ce qui est réel pour notre pays. Parce que, en fait, nos téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent quand même comprendre que nous partageons pas seulement de frontières avec le Rwanda. Nous avons les Angolais qui sont avec nous et qui vivons. D'ailleurs, nous qui sommes dans la province du Congo central, il y a plusieurs de nos Congo ici qui ont fondé une famille avec les Angolais. Ça ne crée pas de problème. Et on les appelle les Bazombo. Sociologiquement, et même si nous allons avec nos voisins d'en face, le Congo-Brazzaville, vous allez vous rendre compte qu'on vit bien. Mais pourquoi seulement à l'Est où le Rwandais pose problème? C'est cette envie qu'on a pu relever ici. Et la richesse, le convoitise de minéraux, on a même dit, même nos téléphones, voire même le plateau, c'est vraiment embelli notre plateau ici, mais tout là, il y a toujours des matières qu'on a besoin en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi, lorsque moi j'aimerais bien qu'on parle au lieu de qu'on utilise le pays voisin, le Rwanda, mais je pense que je pouvais quand même dire c'est le sous-traitant. Il est sous-traité par les hommes, le multinationaux, les hommes forts, pour ne pas citer le pays, parce qu'on n'a pas encore de preuves, mais du moins, il y a les hommes
qui sont forts, qui, à un certain moment, ils se disent il faut aller en République démocratique du Congo, et précisément à l'Est. On pouvait dire que demain aussi, ils vont tantôt se réveiller le bon matin, parce que ils étaient aussi dans les Kasaï à l'époque, et on peut dire aussi, pourquoi pas venir aussi en République démocratique du Congo, et c'est le moment, venir dans la province du Congo central, et c'est le moment que nous, avec tout ce que vous apportez aussi comme accompagnement scientifique, l'éveil de conscience avec des plateaux spéciaux comme ça, et nous venons pour deux fois éclairer l'opinion et savoir le pourquoi de la guerre, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, les Rwandais ont beaucoup vécu dans ces pays. Ils ont fait bon nombre ont fait leurs études dans notre pays. Ils ont été formés. Ils étaient partout, même dans les colonies, dans nos internats ici. Et on vivait bien à l'époque. Ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui où on va dire que les Rwandais, ce sont le plus mal du monde. On était ensemble, on cohabitait. Mais après un certain moment, lorsque les militaires nationaux ont compris qu'il y a des matières premières de l'autre côté, et on veut sous-traiter nos voisins pour eux en tirer le dividende. Ok, merci. Lubanzila, vous avez suivi les deux co-débatteurs, vous les avez bien suivis. Stratégie des chocs, Rwanda sous-traitant. Pourquoi seulement Rwanda? Parce que la République est entourée, c'était 9 pays, maintenant c'est 10, je crois, presque 10 pays. Hein? Mais on choisit seulement un qui devient les sous-traitants. Peut-être si vous acceptez ce que les autres ont dit. Hein? Comment vous appréhendez ça? Je suis complètement d'accord avec eux. Vous savez, celui qui est sous-traitant, il obéit à quelqu'un d'autre qui est au-dessus de lui. Vous savez que c'est une bonne question. Nous avons 9 pays voisins, mais pourquoi seulement le Rwanda et l'Ouganda? La partie est de notre pays est riche en sol et en sous-sol. C'est pourquoi même on parle de Madeso à Goma. Là-bas, il y a beaucoup de choses qui sortent de là. Quand j'étais encore à la banque, je suis allé à Monsieur à Goma, et j'ai trouvé qu'ici on ne mange pas. La nourriture est à gogo. Les minéraux, vous ramassez comme ça. Et vous savez que au Rwanda, avant qu'ils ne puissent ramasser les minéraux chez nous, le Rwanda ne vivait que de l'agriculture et de l'élevage. Mais aujourd'hui, le Rwanda fabrique des smartphones. Quelle est la source de cette richesse-là? Venue du Congo. Donc, tout ce qu'ils ont dit, je suis parfaitement d'accord. Et surtout, c'est que mon frère Guilain a dit, qu'est-ce qui arrive? L'enfant a un bon téléphone comme ça. Et ce téléphone ne convient pas à cet enfant. Il me convient. Et l'enfant est tout seul là-bas. L'enfant n'a pas une certaine défense pour protéger son téléphone. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois grimacer l'enfant. Et vous verrez que l'enfant va lâcher le téléphone et moi je prends, je m'en sers. Et il en est de même par rapport à ce qu'il vient de dire. Voyant... Qui est l'enfant, qui est le vieux entre les Rwandais et la RDC? Non, mais je ne peux pas dire que la RDC... Ouais. Non, ça c'est un exemple. Non, c'est un exemple. Oui. Mais l'exemple peut-être qu'il ne tient pas bon. Non. C'est un exemple. Non, quand on prend quand même l'exemple, il faut que l'exemple puisse illustrer quelque chose. Vous dites, un enfant qui a son téléphone, il y a un vieux qui fait des grimaces pour que l'enfant puisse laisser tomber. Maintenant, nous voyons les Rwandais qui font des grimaces à la RDC. Est-ce que la RDC est enfant? Non, c'est un exemple seulement qui sert à corroborer ce que M. Guilain a dit. Okay, je n'ai pas dit que la RDC est enfant. Et d'ailleurs, pour votre, pas information, mais pour votre rappel, le Rwanda doit entrer dans le Congo central 2 fois. Donc si je dis que la RDC est enfant par rapport... Dans le Congo central, 2 fois. 2 fois, le Rwanda. Le Rwanda 2 fois. Et celui qui dirige le Rwanda là, qui entre 2 fois ici, on l'appelle le président de la République. Donc je ne vois pas en quoi nous sommes enfants vis-à-vis du Rwanda. Alors le problème c'est quoi? D'abord les minéraux. Les sols, oui. Mais le grand problème, c'est les minéraux. Les coltans, la cassitérite, parce que je suis du domaine. C'est avec ça qu'on fabrique les plasmas ici, les smartphones, les armes sophistiquées, avec ces minéraux.
Et comme aujourd'hui, partout c'est la guerre, ils doivent avoir besoin d'un grand nombre d'armes. C'est comme ça que mon frère Guilain a dit, ils ont besoin de quelque chose, mais on se dit c'est un pays souverain. Nous avons la souveraineté. Et aujourd'hui, dès que nous voyons une personne de peau blanche entrer ici, c'est tout le monde qui sera tiré. Donc, quand ces gens-là entrent dans l'Est et commencent à prendre des minerais, ça va susciter des questions, des débats et qu'on sort. Autant avoir des sous-traitants de même obédience que nous, des Noirs comme nous. Comme ça, peut-être, eux peuvent bien avoir l'intégration dans cette partie qui est plus riche. Mais Rwanda est utilisé par les multinationales dont on ne peut pas citer les noms ici parce qu'on n'en a pas les preuves. Ok, Guilain disait que l'argent c'est le nerf de toutes les guerres. Vous dites que les Rwandais c'est les sous-traitants, c'est qu'il y a la grande puissance, enfin les grandes puissances qui sont derrière les Rwandais, mais ils veulent seulement utiliser les Rwandais. Maintenant, nous, RDC, connaissant déjà que il y a un sous-traitant, hein, il y a déjà une personne, il y a quelqu'un qui vient venir faire quoi, qui veut faire ceci, cela. Bon, nos dirigeants, là je m'adresse, je reviens encore parce que vous êtes des l'IDPS, vous des l'IDPS, vous êtes les dirigeants. Bon, qu'est-ce que vous faites maintenant pour ne pas subir hein, de la pression de ces sous-traitants en tant que dirigeant? Oui, merci de la question. Malheureusement, on avait déjà commencé à subir, mais c'est l'UDPS qui dirige, et c'est la raison même de votre invitation auprès de tous ces gens qui sont tout autour de vous, pour ensemble, nous puissions chercher les voies et moyens. Nous pouvons chercher des stratégies. Que faire maintenant? Parce qu'aujourd'hui, la plus grande question à se poser, que faire, comment et avec qui? Tel que nous sommes là, chacun de nous va dégager la piste de solution. Et nous devons éveiller la conscience de nos compatriotes. Mobilisons nos forces, nous devons les mutualiser pour qu'en in fine, qu'on puisse repousser l'ennemi. Parce que l'ennemi est là. Mais il n'est pas d'ici. Il vient d'ailleurs. Et la plus grande question que nous devons nous poser, comment ils sont-ils entrés ici, dans notre pays? Et pourquoi les Congolais n'entrent pas chez eux là-bas, traverser la frontière et entrer au Rwanda comme ils le veulent? Non, mais donc c'est parmi les questions. Cette question n'est pas à sa place, dans la mesure où vous-même vous avez dit que c'est au Congo qui était le dernier pays à être créé, où on a tout jeté, voilà. Mais les autres n'en ont pas. Mais comment ils vont aller dans le désert? Ils vont aller là où il y a quelque chose à prendre. Mais il faut demander, il ne faut pas avoir honte de demander. Il faut demander. Le président Félix a dit, moi je ne veux pas construire un mur entre le Rwanda et la RDC. Mais au contraire, construire un boulevard. Vous avez besoin de coltan. Venez, on s'entend gagnant-gagnant. Qu'est-ce que nous allons gagner dans cette exploitation? Et qu'est-ce que vous allez gagner? Parce que quand vous venez exploiter, vous apportez aussi vos capitaux. Et celui qui apporte les capitaux doit aussi se retrouver. Donc quand les Rwandais entrent chez nous, d'une manière là, magistrale, je ne pense pas que ça va déranger le moral des gens. Mais quand vous entrez et que vous n'êtes pas accepté, vous n'avez même pas frappé la porte de notre frontière. Mais ça doit toujours étonner les gens. Pourquoi nous ne rentrons pas chez eux, faire de n'importe quoi, mais seulement eux qui entrent chez nous? C'est comme ça que, dans mon préambule, j'avais parlé de ça, que M. Guilain voulait que je puisse retirer la parole. Mais, permettez-moi de les reprendre encore, que les Congolais, quelquefois, je ne dis pas tous les Congolais, le Congolais, nous sommes quelquefois limités dans les raisonnements et dans la prise de décision. Ok, merci. Monsieur Guilain, je reviens à vous. Vous êtes enseignant, vous êtes chercheur et consultant. Mais vous venez de dire des choses qui attirent vraiment l'attention. Vous dites que cette guerre vient de loin. Vous dites que ce sont des grandes puissances et que le Rwanda est seulement utilisé. Ok, c'est un instrument qu'on utilise. Que peut-on faire pour ne pas subir cette pression en tant que pays propriétaire de ces minéraux dont on a besoin? Oui, en fait, c'est la... Je m'adresse à un chercheur. Oui, en fait, c'est comme si on voudrait faire la résolution aporique. C'est comme si l'équation
est tellement difficile qu'il faudrait prendre des choses, en fait, ne pas négliger des aspects des choses. C'est ce que je disais. Pour apporter des solutions, il faudrait une vision holistique. Quand je dis holistique, il faudrait prendre tous les aspects, toutes les dimensions, prendre les problèmes, les tourner et les retourner dans toutes ces dimensions. Et c'est comme cela que nous allons aboutir à des solutions. Ça, ce n'est qu'une théorie, je suis en train d'arriver. Dans la diplomatie, en fait, il y a ce qu'on appelle les rapports de force en présence. Le Congo est encore un pays fragile, il faudrait l'avouer. Fragile, nous sortons de la guerre. Économiquement, nous ne sommes pas encore très forts. Du point de vue des relations internationales, nous n'avons pas assez de diplomates dans les instances internationales. Tout ça, il faudrait le voir. Quoi de plus dangereux pour quelqu'un qui veut aller dans une expédition militaire que de ne pas comprendre ses capacités, c'est-à-dire ses forces et ses faiblesses. Nous devons faire une analyse de nos forces et de nos faiblesses. Donc, nous sommes un pays fragile, nous avons une démocratie, c'est vrai, nous sommes dans le 2e, 3e cycle électoral. L'élection n'est pas la démocratie. Évidemment, mais c'est un élément qui puisse montrer qu'il y a la démocratie. Voilà, je ne dis pas que c'est synonyme de la démocratie, mais c'est un des éléments pour mesurer... Un des signes. Un des éléments. Dans le baromètre, pour mesurer la démocratie, il y a aussi l'aspect démocratique, disons, des élections. Donc, j'ai commencé à dire qu'il faudrait analyser nos forces et nos faiblesses. Et comme la diplomatie, c'est les rapports de force en présence, nous devons savoir là où nous sommes forts et là où nous sommes faibles. En fait, tous les moyens sont bons, mais nous devons chercher la stratégie la mieux, où nous avons en fait des avantages concurrentiels positifs dans ces rapports de force. Et j'aimerais dire, peut-être vous allez me poser la question, rapport de force avec qui? Le Rwanda? Ou je ne sais pas qui. En fait, la guerre en question, il n'y a pas que les Rwandais, comme je l'avais dit, il y a également des puissances internationales. Nous devons porter haut notre voix en disant à ces multiples nationales, elles gagneraient beaucoup plus si elles collaboraient directement avec le gouvernement congolais que, au fait, de provoquer des guerres quand il y a mort d'homme. Mais vous l'avez fait, le chef de l'État l'a fait, il l'a dit plusieurs fois. Il a dit, d'ailleurs l'homme de l'IDPS venait de dire ici, nous suivons le média. C'est comme si ça va être inaudible. Non, si, en fait, les problèmes avec les Congolais, si vous allez dans les couloirs, dans les corridors des agences internationales, des agences onusiennes, les Congolais sont presque rares. Nous n'avons pas assez de Congolais qui sont dans les agences du système des Nations Unies, surtout au Conseil des Nations Unies, à l'ONU et puis certaines agences. Il n'y a pas assez de Congolais. Nous devons mener un travail de lobbying. Mais c'est vrai, sur le terrain également, il se pose un problème militaire avec les Rwandais aussi. Mais sauf que nous sommes en face d'un voisin qui ne joue pas franc jeu. On ne sait pas pourquoi il ne joue pas franc jeu avec le Congo. Mais je vais parler du Rwanda. Comment voudra-t-il jouer le franc jeu alors que lui, il est seulement un instrument? Mais justement... Comment un instrument peut jouer un franc jeu? L'instrument exécute. Vous avez un ballon dans la main, vous jetez, le ballon s'en va. Bon, justement, Okay. Nous commençons à dire, regardez, de l'est du Congo à Kinshasa, c'est plus de 1000, je ne sais pas combien de kilomètres. Mais quand vous allez de Rwanda jusqu'à l'océan, je vais dire, Indien, il n'y a pas assez de kilomètres par rapport... Nous sommes un pays, évidemment, il faudrait dire semi-enclavé. Pour évacuer certaines matières premières, il faudrait venir ici à Matadi et tout ça. C'est un peu très lent, très distant, de Goma jusqu'ailleurs. Il faudrait utiliser des pays environnements pour atteindre justement les voies d'évacuation. C'est là où nous pouvons apporter également un discours avec les Rwandais.
Les Rwandais, également avec évidemment d'autres pays voisins, pourraient aussi gagner dans les richesses de ces pays. Gagner comment? Nous exploitons, on signe un deal, comme ça ils vont gagner dans les taxes, les transits et tout ça. Donc en fait, tout ça il faudrait... Guilain, oui. n'est-ce pas d'une certaine manière vous êtes en train de vous dédire, dans la mesure où vous avez dit que le Rwanda c'est un instrument. Non, justement, parce qu'il est sous-traitant, en même temps, il bénéficie de ses activités nocives, soit, déjà, disons-les comme ça, pour la RDC. Mais nous devons dire, en même temps, lui, il gagne. Il gagne aussi. Même s'il est en train d'être manipulé par d'autres puissances, mais il gagne. Les Rwandais gagnent aussi. Ils gagnent comment? Ces minéraux-là transitent par où? Par les Rwandais. Exportés par de quel pays? Du Rwanda. Ils bénéficient des droits d'exportation, ils bénéficient d'autres droits également. Mais nous pouvons créer, disons, signer un deal aussi clair que ça avec les Rwandais pour que nous puissions avoir une coopération gagnant-gagnant avec le Rwanda. Éthiquement parlant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les discours non, gagnant-gagnant. non, écoutez, éthiquement parlant, vous souhaiterez gagner de l'argent en tuant les gens ou sinon en coopérant avec les gens. C'est beaucoup mieux de coopérer avec des Congolais. Quand je dis les Congolais, pas ces différents mouvements pseudo-rebelles et tout ça. Non, coopérer avec l'État congolais, c'est-à-dire le gouvernement congolais. Ça aurait été mieux que d'utiliser certains Congolais aussi, parce qu'il ne faut pas oublier. Ok, ça va. Il ne faut pas monopoliser la parole. Victor Nendaka, je vous pose la même question. La RDC se retrouve dans la situation, elle se trouve aujourd'hui face à un sous-traitant qui semble être bien soutenu. Que faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la RDC puisse ne pas subir cette pression si forte du Rwanda? Okay. Je pense que à la traite de jeu, moi je pouvais dire soutenir, c'est vrai, par plus par le Rwanda est soutenu par les individus et non pas par le pays, parce qu'on n'arrive pas à déceler quel genre de pays qui accompagne, qui soutient le Rwanda. Ça veut dire ce sont des bourgeois internationaux là qui essayent de les accompagner à travers leur forme d'exploitation de minerais. Et ici chez nous, c'est votre supposition. Oui, c'est comme ça, parce que en fait c'est le Congo, nous n'inventons pas les iPhones. Vous n'avez pas nous n'avons pas des usines. Vous êtes chercheur, vous n'avez pas de recherche dans ça pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si, dans cette histoire. non, voilà. Vous avez dit que le Rwanda est soutenu. Voilà. Qui sont ceux qui soutiennent le Rwanda? Vous avez dit des grandes puissances. Voilà. Mais quelles sont ces grandes puissances? Vous dites maintenant peut-être ce sont des individus, c'est-à-dire que vous êtes oui, en fait, on n'arrive pas à avoir les documents authentiques qui peuvent dire dans cette affaire et que c'est tel pays qui est avec le Rwanda. C'est à ce juste titre, les recherches, nous continuons à mener des recherches. Le jour qu'on aura des documents authentiques, on passera encore pour dire que réellement c'est tel pays. Mais ici, c'est plus la guerre psychologique qu'on essaie un peu de nous imposer. Et on a dit vers les années 90, 97 là, le Rwanda a accompagné, comme monsieur Victor venait de dire tout à l'heure, ils ont accompagné Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu guerre. Parce que les Zaïrois de l'époque en avaient marre avec le président Mobutu. Donc ils voulaient quand même le changement, quelqu'un qui peut venir libérer le peuple zaïrois de l'époque. En fait, nous n'avons jamais mesuré les dégâts, quand bien même ce n'est pas notre souhait de faire la guerre avec le Rwanda, mais lorsque j'ai suivi un peu l'un de nos vaillants soldats, le général à l'Est, qui a dit ce sont des hommes comme nous. Les Rwandais sont des soldats, ce sont des garçons, comme nous aussi, nous avons des soldats qui sont des garçons. Donc il n'y a pas de femmes où, à un certain moment, on peut nous créer des psychoses comme s'ils sont plus supérieurs, plus élevés
c'est comme, je voudrais quand même pas trop épingler l'aspect qu'il a dit là. C'est vrai que c'est plusieurs aspects qui doivent être vraiment visualisés avant de lancer, de faire quoi que ce soit. Mais du moins, avec la population seulement de Goma, si aujourd'hui la population, comme il est éveillé, ils ont compris qu'on en a marre, ils veulent plus se laisser faire. Et que si à travers la République, nous n'avons plus, parce que en soi, il faut se dire aussi, il y a même d'autres Congolais qui, à un certain moment, on est en train de voir à l'Est, là, il y a des généraux qui sont des complices. Mais ce sont des Congolais de chez nous. Donc, on doit moraliser les Congolais pour dire, la partie là, c'est notre terre et que nous ne pouvons pas trahir notre pays à cause, parce que vous êtes tantôt mal payé, en quelque sorte, on vous paye pas bien, et que de l'autre côté, les sous-traitants, ils viennent, ils vous proposent plus que le 1000 que tu gagnes ici au pays. Donc, c'est vraiment à faire appel aux Congolais d'avoir l'amour du patrie, de comprendre que la terre, c'est l'unique terre que nos aïeux, nos ancêtres nous ont léguée, et que nous devons nous mobiliser, parce que à l'époque, même à Kinshasa, nous avons vu avec Mouzé, les gens qui avaient des armes, mais la population de Kinshasa, la population d'Enzil, ils n'avaient pas des armes. Mais ils ont pris, ils ont capturé des soldats rwandais. Et ça, c'est plus la psychologie. Et on essaye un peu de nous faire voir comme si le Rwandais ou l'armée rwandaise est plus fort que notre armée. Là, je ne partage pas le point de vue. Moi, je suis en train de dire plus, c'est un problème de conscientisation. On doit conscientiser la population pour voir que nous sommes agressés. On nous agresse pourquoi? Parce que nous avons notre propre richesse qu'ils veulent s'accaparer sans au retour. Là, on est en train maintenant de dire la diplomatie doit jouer. Le Guillet a dit qu'il faut évaluer nos faiblesses et nos forces. En disant ce que vous dites, vous avez évalué les forces? Maintenant là, vous êtes un responsable d'une famille. C'est dans votre maison, le voisin vient frapper vos enfants. Vous allez encore évaluer quoi? Notre réflexe pour le moment, c'est de se protéger tout d'abord et de se défendre tout d'abord. Les restes d'autres paramètres, je sais que ça pouvait intervenir, mais à la phase où nous sommes, c'est le voisin qui vient frapper vos enfants à la maison. Et vous êtes là, vous observez maman bannière, vous êtes au salon et le voisin arrive. Ok? Je vois que, oui, je sais que nous pouvons à un certain moment utiliser d'autres notions diplomatiques et tout ça, mais qui, à un certain moment, ça va encore fragiliser la... Ça va. Oui, ça va. Ouais. Vous avez Voilà. la parole, vous avez la parole. Oui, c'est très intéressant ce qu'il est en train de dire. En fait, avec l'anecdote de quelqu'un qui vient frapper votre enfant à la maison, c'est vrai, vous pouvez réagir également peut-être en vous battant contre le monsieur. Hein? Vous provoquez un combat contre le monsieur, ça vous pouvez le faire ici. Et quand vous le faites, peut-être, mais c'est une solution tout simplement qui pourrait apporter un soulagement, mais qui ne va pas apporter une solution dans la durée. C'est ça le vrai problème. Voilà. Dans la durée, maintenant, c'est comment? Donc, je suis tout à fait d'accord. Et raison pour laquelle il y a eu une réponse de nos FARDC. Ils ont réattaqué pratiquement la position des forces rwandaises. Et aujourd'hui, il y a une accalmie, pour ne pas dire qu'il y a le calme. Il y a une accalmie. En fait, on a récupéré la portion du territoire qui a été occupée, évidemment. Ça, nous avons réagi. Mais dans la durée, je dis bien, si nous voulons des solutions dans la durée, c'est vrai qu'on a réagi, mais il faudrait regarder. Il y a des brebis galeuses chez nous, dans notre armée, dans notre système politique, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses également au sein de nos institutions. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le speaker de l'Assemblée nationale qui l'a dit, c'est pas moi. Il a dit, il y a des gens qui sont dans les institutions, qui soutiennent également la rébellion et tout ça. Ça, c'est pas moi. Alors donc, en fait, il y a des brebis galeuses. Nous, notre problème, en fait,
ceux-là qui ont l'impérium dans notre pays devraient identifier ces brebis galeuses. Merci, c'était une parenthèse. Voilà. Vous n'aviez pas la parole. C'était Nestor Nendaga qui parlait. C'était déjà la fin aussi. Nestor, Lubanzila, Luzingu. Voilà comment les Lizungu est en difficulté. Alors, comment faire maintenant que les sous-traitants qui entrent et les Congolais à peur? Avec ce qui se passe maintenant. Puisque vous avez dit que le Rwanda n'est qu'un sous-traitant, n'est qu'un instrument. Mais cet instrument, nous l'avons suivi. Le Rwanda qui gueule. Et que la réaction de votre côté, vous, quand je dis vous, je vois l'IDPS parce que c'est vous qui gérez, la réaction semble être timide. Ça veut dire quoi? Vous avez évalué vos forces et vos faiblesses. Je crois que vous allez vous convenir avec moi que au cours de ce mois, le chef de l'État a eu à conscientiser tous les militaires, et c'est là en connaissance de cause. Mais les problèmes que mon homonyme vient d'épingler, c'est les problèmes d'hommes. C'est-à-dire les Rwandais sous-traitants, oui. Mais aussi nous-mêmes les Congolais, nous avons moins de patriotisme. Parce qu'il vient de le dire que, pas seulement mon homonyme Victor, mais même aussi mon ami Guillet vient de le dire qu'il a même paraphrasé les speakers de la Chambre basse, qu'il y a aussi des complices au sein de nous les Congolais même. Oui. Vous savez que la rébellion vient d'un certain mécontentement. Mais quand vous avez des mécontentements, il ne faudrait pas finir avec la guerre. Vous comprenez? Moi, je pense que le problème de la guerre de l'Est, c'est d'abord qu'on se mette ensemble. Qu'on puisse analyser. Les Congolais. Nous devons nous mettre ensemble parce que nous qui sommes ici, nous sommes bien. Mais nos amis qui sont à l'Est n'ont pas de paix. Vous voulez manger tout d'un coup? Les balles ont commencé. Et vous êtes compté de laisser la nourriture. Il y a d'autres côtés où nos fiscs ont été confisqués par les sous-traitants dont on parle. Donc l'État congolais perd dans plusieurs dimensions. Et je vous assure que là où il y a la richesse, cette richesse ou ces trésors-là a toujours été protégé. Mon ami Guillet vient de le dire que les nerfs de guerre, c'est l'argent. Mais le problème qu'on doit se poser encore, c'est quoi? Les minéraux ne sont pas seulement à la partie est de la RDC. D'ailleurs, au Katanga, il y a un autre minerai qu'on vient de découvrir qui vaut 3 fois le cobalt. 3 fois le cobalt. Oh, le cobalt aujourd'hui, c'est 97 000 quelque chose la tonne. Maintenant, fois 3, c'est ça ces minéraux-là. Mais pourquoi il n'y a pas d'agression, l'agression qui vient à partir de là? Seulement à l'Est. Le Congo central a beaucoup de minéraux. Mais pourquoi le Congo central n'a pas ce genre de suspicion, n'a pas ce genre de comportement? Pourquoi seulement c'est l'Est qui est la racine de tout ce que nous vivons aujourd'hui? Vous comprenez? Mais il y a un aspect que mon ami Guillet venait de pingler aussi. Par exemple, c'est par rapport à la proximité. Parce que vous exploitez les minéraux, après l'exploitation, il faut les évacuer. Bon. À l'époque, le code minier exigeait que même les minéraux qui sont exploités dans les Katanga doivent être évacués à partir du port de Matadi. Donc, après avoir exploité là-bas, tous ces minéraux viennent ici au Congo central, embarqués dans les navires et envoyés à l'étranger. Donc là, ça nécessite beaucoup de dépenses en termes économiques. Et il y a aussi des risques parce que l'avion peut aussi connaître un crash. Mais à partir de là, vous exploitez, ça traverse la frontière, ça entre au Rwanda. Et d'ailleurs, au Rwanda maintenant, il y a des usines de transformation. Donc, ils exploitent, ça traverse la frontière, on transforme et puis, ça prend sa direction obscure que nous ne connaissons pas. Donc moi, je pense que nous devons vraiment nous mettre ensemble, et surtout les chercheurs, les analystes, pour chercher une solution durable, comme M. Guillet venait de le dire. Il ne faut pas prendre une solution éphémère, qui va prendre 2-3 ans, mais une solution durable, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus.
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Ma Bannière, nous sommes en train d'analyser la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée rwandaise a agressé la RDC. Et pour en parler, j'ai 3 invités qui sont avec moi ici. Il y a Victor Lubanzila, tout juste à ma gauche. Il y a Victor Nendaka et il y a Guilé Mbukungoy. Vous avez suivi comment nous avons cheminé avec eux et là où nous sommes maintenant. Ngoy, je me retourne à vous. La RDC, attaquée entre guillemets, il y a eu l'agression entre guillemets. Première réaction, les sanctions. Et la sanction, c'est quoi? Interdire les avions rwandais, les avions rwandais à atterrir. Et c'est une décision efficace. Je ne vais pas dire que c'était une décision efficace ou pas. Vous savez, quand il y a un problème, il faudrait vite réagir d'abord. Il faudrait vite réagir. En fait, certaines réactions, ce n'est pas pour apporter la solution au problème, mais pour frapper tout simplement les esprits des gens. En fait, il y a des décisions symboliques. En fait, pour moi, l'interdiction du Rwandair cadre tout simplement dans les symboliques. Les vrais, oui, dans les symboliques. C'est les symboliques. Voilà. Pour montrer qu'on a réagi. Non, quand bien même ça n'a pas suffi. Oui, c'est pour frapper la psychologie des gens, les esprits des gens d'abord. Ouais. Mais les vrais problèmes, il faudrait les prendre à bras les corps. À bras les corps, je vous dis. Et normalement, c'est ce que je disais. Le problème du Rwanda, c'était d'abord un problème complexe, mais au fil du temps, puisque nous avons pris du temps avec ces problèmes, guerre à l'Est et tout ça, les minéraux, et ça s'est complexifié davantage. En fait, c'est une équation complexe qui, plus que ça prend du temps, se complexifie davantage. Parce que ça va prendre également les problèmes qui étaient déjà au Rwanda il y a longtemps. Les problèmes démographiques. Maintenant, c'est déversé où ça? Au Congo. Vous savez que le Rwanda a une grande densité démographique, alors que nous, l'Est du Congo, c'est pratiquement vide. Vous pouvez voir les collines là, il n'y a pas de village. Or, la nature a horreur de vide. En 6 du problème déjà que nous avons la guerre et tout ça, déjà vient convoiter les richesses, la population rwandaise densément peuplée, donc les régions rwandaises densément peuplées, eh bien cette population se déverse. Pourquoi? Parce qu'il y a vide. Et raison pour laquelle nous avons ces problèmes. Et maintenant, ce n'est pas vraiment ça les problèmes. Les vrais problèmes, comme je vous ai dit, c'est toujours l'argent. Et maintenant, on utilise maintenant ces problèmes-là de déplacement des populations à l'Est pour vraiment avoir la même mise sur cette richesse-là. En fait, c'est un problème, comme je venais de dire, qui se complexifie du jour au lendemain au fur et à mesure que nous avançons. Donc ça devient pratiquement une aporie pour apporter des solutions. Est-ce que ce n'est pas une façon d'activer la balkanisation de la République? Non, moi je dis ceci, la balkanisation ne va pas réussir. Je dis au plus fort de la guerre. Vous savez, ce pays a été... Parce que vous dites qu'on va déverser la population. Donc, parce qu'ils ont un problème démographique au Rwanda. Voilà. Et leur population va se déverser de l'autre côté. Et ces gens-là, lorsqu'ils arrivent, ils feront des années et des années. Et après, ça veut dire quoi? Mais justement, nous, en fait, le problème, nous avons des précédents. Les précédents, c'est quoi? Vous savez, il faudrait qu'on apprenne dans ces pays à consulter les chercheurs, à consulter les scientifiques pour apporter des solutions qui se posent au pays. On n'a pas toujours fait ça. Les politiciens, quand ils arrivent, j'avais arrivé. Voilà, les politiciens, quand ils arrivent au pouvoir, ils prennent leurs solutions politiques. Peut-être c'est vrai, mais des fois, nous devons apprendre également à ceux-là qui ont écrit des histoires et tout ça. Nous avons des précédents. Regardons. Nous pouvons lire dans le fil du temps les pays également qui avaient connu des problèmes comme le nôtre. Il y a notamment, tout récemment, c'est la Yougoslavie. D'où d'ailleurs les mots balkanisation. Mais quand nous remontons encore l'histoire, nous avons la France et l'Allemagne. Vous vous souvenez l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. La France et l'Allemagne, donc nous avons le premier exemple, la balkanisation Yougoslavie, ce sont des membrés. Mais nous avons aussi un autre exemple de la France et de l'Allemagne.
qui ont passé leur temps à se battre, à se battre, à se battre pendant le fil d'histoire. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Je vais puiser dans la sagesse de l'Épithète, qui dit, dans les désordres, il pénètre la plus belle harmonie. Maintenant, on gagne aussi dans les désordres. J'ai dit, non. J'ai dit, non. J'ai dit, dans les désordres, il pénètre la plus belle des harmonies. C'est-à-dire, ne pas continuer dans les désordres, mais vous savez que le conflit n'est pas toujours mauvais. Le conflit, quand il arrive, ça vous permet de trouver où se trouvent vos faiblesses, où se trouvent vos points forts. Ça vous permet également. L'important quand il y a conflit, ce n'est pas que le conflit arrive, mais l'important, lorsqu'il arrive, comment vous vous comportez face à ces conflits et comment vous avez cherché à trouver des réponses. Ça, c'est le côté positif. Et en même temps, vous saurez du moins qu'est-ce qui a été à la base de votre conflit. Ça, c'est plus important. L'important, ce n'est pas que nous puissions aller là-bas, conflit. Nous, hommes intellectuels, nous devons maintenant savoir être au-dessus de ces conflits, apporter des solutions judiciaires. Mais je rentre par rapport à ce que je disais. Nous avons des exemples comme ça. La France, avec l'Allemagne, qui ont eu dans le temps à se battre, mais aujourd'hui, ils constituent les plus beaux couples politiques de l'Union européenne. Ils ont su mettre leurs égaux à côté pour, justement, aujourd'hui, les plus beaux couples. Les décisions européennes, si la France ne vote pas pour eux, l'Allemagne ne vote pas pour, la décision ne passe pas vraiment. En fait, c'est un tandem, c'est un binôme, si vous voulez comme ça, qui régente maintenant l'Union européenne aujourd'hui. Et avec le Rwanda, peut-être certaines personnes, je le sais, pourraient me dire que mais non, mais comment quelqu'un, tout ça. Vous croyez que les Rwandais sont ennemis des Congolais? Et que les Congolais sont tous ennemis, tous, je dis bien ennemis des Rwandais? Non. Ce sont les politiciens rwandais qui ont des problèmes avec certains, disons, les politiciens rwandais avec certains systèmes oligarques rwandais qui ont des problèmes avec les Congolais, qui ont besoin de l'argent. Un Rwandais lambda, qu'a-t-il avec un Congolais? Vous croyez qu'un Rwandais, quand il dort, là, il se réveille, il a besoin de tuer un Congolais? Ou sinon, un Congolais, quand il dort, il se réveille, il a besoin de tirer un Rwandais? Ce sont les gens qui ont au pouvoir. En fait, c'est toujours une minorité. Les gens qui sont au pouvoir, et ce sont ceux-là qui sont au pouvoir et ceux-là qui ont l'argent, ont besoin d'avoir de l'argent encore au Congo. Ils font de l'argent en nous faisant la guerre. Il faudrait comprendre ça. Il faudrait comprendre ça. Moi, avec quelque chose, j'ai eu à travailler avec certains Rwandais. Ce n'est pas que je fais l'apologie du Rwanda ou des Rwandais, mais je dépassionne ces débats. Parce que si j'amène toute ma passion là, je n'apporterai pas des solutions idoines et rationnelles. Sinon, mon analyse pratiquement serait biaisée. Okay. Merci. Victor, vous avez suivi Guilain? Oui. Vraiment, il a beaucoup parlé, mais c'est aussi de rappeler que la République a beaucoup fait en termes diplomatiques. L'entrée du président Félix, il a vraiment plus collaboré, voire même nous avons vu un président rwandais lors des obsèques de Étienne Tshisekedi, ce qui n'a bon nombre de Congolais se disaient mais c'est quoi ça, parce que on s'attendait pas. Et il y a eu des coopérations, et il y a eu plus d'harmonie au niveau de l'Est, et voire même plusieurs projets qui ont été continués, mais du moins, nous sentons que nos voisins rwandais ne sont pas sincères. Ça, c'est un aspect qu'on doit souligner. C'est vrai que... Oui. Le pouvoir en place. Oui, en fait, nous engageons le pays quand on parle de Rwanda. Voilà. Parce qu'il y a toujours le sommet. Voilà. Ils ne sont pas sincères, le gouvernement rwandais. Lorsqu'on arrive à ce stade ici, c'est à ce juste titre que nous devons réfléchir en tant que chercheurs. Mais pourquoi? Parce qu'on les a pratiquement tout proposé. Le président de la République a voyagé partout à travers le monde pour demander à ces investisseurs-là, venez, s'installez-vous
en République démocratique du Congo. S'il faudrait même fabriquer vos iPhones et tout ça, venez, mais ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils veulent toujours manigancer là, prendre des forces et sans et pourtant être redevables. Ils obéissent à ceux-là qui les prennent pour instruments. Ok, c'est voilà. Comme ça. Ils veulent prendre des forces parce que lorsqu'ils vont utiliser, on sait comment ça se passe au niveau de l'Est. Ils sont Rouchour à tout moment, Massissi à tout moment affrontés parce que ce sont des espaces où il y a plus de minéraux de l'autre côté. Ils veulent pas. Et il faudrait qu'on réfléchisse en tant que chercheur, en tant que scientifique. Ils ne veulent pas, ou tout simplement, c'est la faiblesse de votre diplomatie. Je dirais, il faut nuancer, hein. Nous devons nuancer parce que la diplomatie a bel et bien joué. On a vu comment il y avait des colloques, il y avait des ateliers de conférences. On peut faire des ateliers de colloques qui ne sont pas convaincants. Non, en fait, parce que vous faites quelque chose, il faut parvenir à convaincre le partenaire, à adhérer à votre vision, à ce que vous voulez. On a vu des voyages, on a vu des discours, mais ces discours peut-être n'ont pas été audibles. Je ne veux pas plus entrer dans ces terrains-là de la diplomatie parce que, du moins, la République a beaucoup fait. La République a beaucoup donné parce que il y a même dernièrement, il y a eu des multis en Belgique, il y avait des conférences là où on réfléchissait comment revisiter la carte, voilà. Et comment, à un certain moment, parce qu'on dit, il y a l'Occident, quelques pays qui disent que la République démocratique du Congo est tellement vaste. Et il y a même un président ici, de l'époque, le président français, au Parlement ici, qui a dit qu'il faut partager aussi un peu d'espace avec vos voisins. Donc, en fait, il considère que la République démocratique du Congo est tellement vaste et il faudrait, à un certain niveau, de ne pas encore leur donner tout ce que nous voulons, parce que le président de la République a bel et bien voulu qu'ils viennent investir, et il a fait appel partout à travers le monde. Mais ce n'est pas la diplomatie, mais c'est une mauvaise foi. Parce que la Belgique aussi considère la République. Ouais, ok, c'est une mauvaise foi. Est-ce que, Victor Lubanzila, est-ce que lorsque le pays est attaqué, on s'est réunis, première réaction, j'ai parlé tout d'abord de l'interdiction de l'avion rwandais d'atterrir ici, et de l'autre côté, quand on dit que non, désormais, le M23 devient un mouvement terroriste, c'est quoi? Il y a un problème qui se pose, on s'est réunis, on attend des réponses, la première réaction, on dit, le M23 devient un mouvement terroriste, et c'est une solution. Bon. Ce n'est pas une solution, c'est une déclaration. Alors, quand on dit, je crois que les Congolais comprennent mal le concept terroriste. Terroriser, c'est quoi? C'est comme je venais de le dire. Je m'intéresse à ce téléphone, mais je n'ai pas les moyens d'en avoir. Mais à tout prix, je dois avoir ce téléphone-là. Mais je dois grimacer les messieurs, celui qui a les propriétaires du téléphone. Donc, il venait de dire, mon frère Guilhem, il faut venir leur rappeler qu'aujourd'hui, vous êtes ravisseur. Vous voyez, comment vous rappelez à un ravisseur qu'il est ravisseur? C'est ça qu'il fait tout le temps. Mon frère Guilhem venait de dire que le genre de comportement de nos éléments-là, ils viennent, ils brûlent les maisons, ils décapitent les gens. C'est ça, terroriser la population. La population ne peut plus rester là-bas parce qu'ils sont massacrés et qu'ils restent là parce que c'est leur pays. C'est leur village. Ils doivent fuir. Et en fuyant, maintenant, eux auront la capacité de s'accaparer de tout ce qu'il y a là-bas. Mais la solution au problème de l'Est est à la fois géostratégique et géologique. La cause, pardon. La géologie, c'est quoi? Mon frère Guilhem venait de le dire, l'Est regorge beaucoup de minéraux et qui coûtent cher. Nous, Congolais, nous devons avoir la conscience, nous devons avoir la veille de conscience pour protéger d'abord ce qui constitue la convoitise vis-à-vis des Occidentaux. Mais vous voyez que même nos frontières, ça c'est une part des solutions,
il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières. Et même ceux-là qui sont au niveau des frontières, et aussi sont terrorisés, parce que quand quelqu'un est en train de protéger quelque chose, la première des choses, pour celui qui a la convoitise, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'abord chercher à neutraliser celui qui est à la garde. C'est comme ça, vous voyez, vous êtes autorité politico-administrative, vous avez les gardes de la porte, la première des choses, on doit d'abord neutraliser ceux-là qui sont à la garde, pour vous atteindre. Donc ça demande la conscience de chacun de nous, et chaque Congolais a le devoir de pouvoir chercher la cause d'abord, et chercher la solution. Mais tant qu'on n'arrive pas à la cause de cette guerre-là, la solution ne sera qu'éphémère, comme il venait de le dire. Monsieur Ndaka, nous avons entendu et nous voyons dans les images des marches par-ci, par-là, des gens qui demandent à ce qu'on fasse la guerre au Rwanda. Est-ce que le pays est à même de faire la guerre au Rwanda? Oui, en tout cas, là, il faudrait réunir plusieurs aspects pour se dire que nous sommes déjà prêts, parce que nous avons, jusqu'à preuve du contraire, la République en l'embargo. On n'achète pas des armes. Nous avons tout d'abord ce problème-là. Mais nous pouvons aussi faire la guerre psychologique. Ça existe. La guerre psychologique, là, nous pouvons le mener. Nous pouvons le faire. Et parce que c'est comme je le disais tantôt, nous considérons l'armée rwandaise comme l'armée la plus forte que la nôtre. Mais en soi, ils ont déjà combattu où? Parce qu'on n'a pas eu encore à affronter le Rwanda. Parce que nous, à l'époque même, on avait plus peur de l'Angola. Parce qu'on savait que, du moins, les Angolais avaient aussi plus peur de nous. Parce que, du moins, nous, à l'époque de Mobutu, il y a plusieurs officiers qui ont été formés en Israël et partout dans le monde. Et il y en a encore qui sont là. Il y a des officiers qu'on peut, à un certain moment, renforcer en capacité, qui peuvent encore mieux faire. Et la psychologie qu'on a détruite au niveau de l'Est, et ça faisait croire aux Rwandais, ils sont plus forts, l'armée rwandaise est plus fort que la nôtre. Mais en réalité, non. Nous pouvons déclarer la guerre, effectivement, non pas seulement la guerre militaire en termes de l'arme, mais du moins la guerre psychologique et sociologique, nous pouvons le... Guilain, je vais chuter vers vous, mais je commence tout d'abord par ici. Victor Lumbanzila, la RDC, après avoir évalué les forces et les faiblesses, la RDC est disposée et prête à faire la guerre au Rwanda. Je félicite nos FARDC qui ont repoussé ces troupes-là. Je crois que nous devons être prudents. Parce que attaquer une guerre par la guerre, bon, moi je crois que déclarer une guerre, c'est rien. Mais je vous dis que dans le monde entier, il n'y a pas de guerre propre. Donc, avant de déclarer la guerre à un voisin, à un ennemi, il faut d'abord être conséquent. On peut attaquer l'ennemi non seulement par les armes seulement, même sur le plan diplomatique, comme l'actuel président le fait, que je ne vais pas construire un mirail entre le Rwanda et la RDC, mais au moins j'ai construit un boulevard où tout le monde peut passer, mais de manière correcte. Parce qu'aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Russie, en tout cas, quel est le pays qui est le plus vaste, le plus avancé? Mais aujourd'hui, même la Russie, qui a déclaré la guerre contre l'Ukraine, il est tenté d'attaquer, mais il n'est pas victorieux. Et jusque-là, maintenant, on entre dans le deuxième mois de la guerre que personne ne pouvait s'imaginer. Donc, moi, je pense que l'essentiel pour nous, ce n'est pas de déclarer la guerre. Et même s'il faut déclarer la guerre, il y a des aléas pour déclarer la guerre. Le président ne peut pas d'emblée sortir comme ça, bon, je déclare la guerre. Il faut un conseil, ça doit être traité au conseil des ministres. Et aussi, faudrait-il que le Parlement puisse valider ça aussi. Donc, la guerre, quand vous la déclarez, il y aura toujours des pertes. On va perdre en termes de vies humaines, on va perdre en termes d'économie. Notre économie
est en train de vaciller alors que nous devons la remonter. Au lieu de tout converger vers la guerre, parce que l'effort de guerre, ce n'est pas facile. Alors qu'il y a encore une autre épidémie qui vient de sortir. Donc, nous avons beaucoup de problèmes qui demandent de l'argent. Au lieu de les focaliser dans la guerre, raisonnons autrement. Même sur des plans diplomatiques, on peut gagner la guerre. Guilain, la RDC peut aller en guerre en ce moment. Est-ce nécessaire? En fait, c'est une Parce question... que les gens disent trop. Oui, je comprends. C'est une question si difficile. Je ne me prétends pas, et je ne prétends pas non plus, avoir une solution, en fait, un panacée pour ces problèmes-là. Une solution magique comme ça, et puis, mais dis-moi, nous avons des pistes. Raison pour laquelle j'avais dit, il faudrait lire le fil du temps, l'origine des problèmes, et jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai commencé à dire, ces problèmes de l'Est, c'est un problème complexe, mais plus que ça passe, les temps passent, il continue à se complexifier. Il ne faut pas oublier, peut-être que je ne l'avais pas dit en préliminaire, les problèmes du Congo datent depuis 1885. Depuis Berlin. Le Congo a été déclaré un État neutre où les puissances internationales peuvent venir et imposer leur hégémonie. Et raison pour laquelle, comme il s'est disputé plutôt qui va diriger le Congo, on va donner ça à Léopold. Posons-nous la question aujourd'hui, nous Congolais. Est-ce que les pactes que les puissances internationales qu'elles avaient signé depuis là, est-il resté caduc, désuète, ou comment? Première question. Nous montons dans les temps. Et lorsque la colonisation était arrivée, nous étions une colonie belge. Mais pas que nous. Il y avait le Rwanda et le Burundi qui avaient été aussi colonisés par les Belges. Et d'ailleurs, à l'époque, nous formions un seul pays, en fait, dans la colonie. L'argent qui circulait, la monnaie qui circulait, qui était en cours, en fait, au Congo, c'est la même monnaie qui était en cours au Rwanda et au Burundi. Ça aussi, il faudrait interroger. Je continue. Là aussi, il faudrait interroger. On monte vers les temps. Il y a eu des problèmes. On venait de dire qu'on a intégré certains Rwandais au Congo qui sont devenus des Congolais. Mais quand nous remontons encore avec les différents problèmes depuis 1994, je dis bien, où il y a eu guerre au Rwanda, donc l'année du génocide, il y a eu une masse de la population qui a été déversée où ça? Au Congo. Il faut chercher des solutions. Mais maintenant, c'est là qui ont besoin de l'argent du Congo. Ils regardent comment nous devons avoir la même mise, comme je le disais. Ils utilisent tous ces aspects-là. La somme de ces aspects-là, ils se disent, regardez des faiblesses du Congo. Eh bien, nous pouvons maintenant avoir la même mise sur la richesse. Et comme il y a un embourbement pratiquement de la guerre, et ils continuent à gagner. Mais retenons une chose. L'administration ne vaut que ce que valent les hommes qui la composent et qui l'animent. Ce n'est pas ma phrase, c'est la phrase de Pierre Escoube. En fait, une société ne vaut que ce que valent les hommes qui composent cette société-là. Le problème au Congo, ça nous regarde en première ligne. Guilain, ça va nous donner notre valeur. Est-ce que la RDC peut déclencher la guerre? Les problèmes de la guerre, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ok. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous avez suivi comment nous avons échangé avec les amis. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vais donner une minute à chacun pour qu'il puisse conclure. Je commence avec Nestor Nendaka. Oui, en tout cas,
je sais que nous sommes en train de chuter. Et tout ce que nous rencontrons comme problème en République démocratique du Congo, sociologiquement parlant, c'est pas du nouveau. Le conflit existe, le conflit est dualiste, et il y a toujours des intérêts. Ça pouvait faire l'intérêt interne ou les intérêts externes. Et ça, nos téléspectateurs doivent comprendre. Et ce qui nous reste, c'est de comprendre si il faudrait dialoguer, s'il faudrait faire la diplomatie externe pour que la solution vienne. Parce que nous voulons du moins que la paix règne à l'est de la République. Nestor Lubanzila. Merci. Avant de conclure, je vais épingler un autre aspect qui fait encore peur aux Congolais. Vous l'avez suivi par les ondes, que le Rwanda est disposé de pouvoir accueillir les demandeurs d'asile d'Angleterre, alors que le Rwanda a un problème d'espace. Donc là aussi, je crois que le Rwanda continue à être utilisé par ces puissances-là. Merci beaucoup. Nous devons beaucoup raisonner sur ça. Moi, je crois que pour les problèmes de la guerre de l'Est, ces Rwandais qui sont entrés chez nous ici, on les a accueillis au salon, mais maintenant, ils sont entrés même dans nos chambres à coucher. Et là, nous devons être très regardants. Pour moi, je propose la solution de pouvoir retourner ces gens-là dans leur pays d'origine. Monsieur Guilain, votre conclusion. Si je dois conclure, alors que je vais recommander la lecture de certains ouvrages pour éclairer un peu la situation, notamment l'ouvrage de Naomi Klein sur la stratégie des chocs. On comprendra mieux la situation ici. Cette stratégie de terreur pour venir s'accaparer des richesses, mais c'est aussi une théorie économique qui a été pratiquement prônée par Philippe Friedman. Paix à son âme, il venait de décéder il y a 3-4 ans. Il est compté parmi les plus brillants économistes du 20e et début 21e siècle. Et pour citer, il y a encore des ouvrages de Charles Onana, notre frère camerounais, Charles Onana, pour éclairer un peu ce qui se passe à l'Est. Et aux Congolais, aux dirigeants, à ne pas donner trop de la passion pour trouver des solutions. Il faudrait qu'il y ait des solutions judicieuses, idoines, réfléchies et raisonnées. Merci. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Plateau spécial. Nous avons parlé de la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée rwandaise a attaqué les Congolais. Nous avons été avec deux Victor. Victor Nedaka, qui est chercheur, il est chef des travaux, il est sociologue. Nous avons été avec Victor Lubanzila, lui, il est vice-président fédéral de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS, Fédération de Matadi. Et nous avons été aussi avec notre ami Guilain Charles Mbukungoy. Il est enseignant, chercheur et consultant. Merci. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Prochainement, nous serons aussi avec vous. Chaque fois qu'il y a des événements, j'aurai toujours à recourir à vous. J'ai besoin de personnes comme ça, de personnes et ressources pour qu'on puisse éclairer notre public. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste qu'à vous dire merci, au revoir et à la prochaine.